sur des lignes que vous calculez successivement. Vous avez le fait, vous avez le I de votre pays. Derrière, vous avez un tracking ou un manu. Vous allez voir les différents scénarios derrière. Tracking, manu et gestion de saturation. Ce qui est important, c'est que si vous calculez votre pays, la sortie de votre pays, et puis vous dites, oui, mais attention, j'ai un signal de track ou un signal de manu, c'est la même chose. Et donc, je vais imposer que la sortie de mon régulateur soit en fait la valeur manuelle ou la valeur de tracking, ce sera la même chose. Mais mettez-vous à la place du terme intégrateur, qu'est-ce qu'il va faire lui? Si vous faites ça comme ça, vous n'êtes pas en train de gérer le terme intégral, vous êtes en train de gérer la variable qui est la somme des deux. Quand vous êtes en fait, vous allez avoir que votre intégral, lui, si vous ne faites rien, il va continuer à intégrer. Si ceci est recalculé à chaque période d'échantillonnage, vous aurez effectivement bien en sortie, vous aurez votre valeur de tracking, là il n'y a aucun problème. Mais à l'intérieur du régulateur, si vous ne faites rien, il est en train de s'emballer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer l'anti-choc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le track de manu ne doit pas imposer bêtement à la sortie du régulateur, mais doit arriver sur le terme intégral, de manière à indirectement imposer la sortie du régulateur. C'est ce qu'on fait ici. On reprend le même scénario, sauf qu'on va venir, pour éviter le build-up, venir travailler ici sur le terme intégrateur. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, avant de calculer la sortie du régulateur, que si on a un track, on ne doit pas le faire sur la sortie du régulateur comme on l'a fait avant, mais on va le faire sur le terme intégral. Et donc si vous voulez imposer en sortie une certaine valeur qui est la valeur de track, la valeur analogique du track, et que vous savez que derrière, on va rajouter le proportionnel, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement dire que la valeur de l'intégrateur, c'est le track moins le proportionnel, vu que derrière, on va rajouter le proportionnel. La grosse différence, c'est que maintenant, quand on fait ça, on est en train de travailler sur le terme intégrateur. Autrement dit, on force le terme intégrateur à faire ce qu'on veut. On n'a pas le problème d'emballement et on prépare notre anti-choc. Ça fait les deux. On ne laisse pas le régulateur s'emballer et on a un anti-choc grâce à ça. Donc c'est tout à fait différent. Même chose si on est en manu. C'est exactement le même scénario. On ne va pas aller mettre ça derrière. On va dire que si je suis en manu, je viens mettre ma valeur de l'intégrale à la bonne valeur. Ça fait du coup les deux choses. Ça empêche l'intégrale de s'emballer, puisque c'est ceci qui impose sa valeur. Ça empêche l'intégrale de s'emballer et ça prépare notre anti-choc. Donc ça fait les deux conditionnements en un. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour faire des bons anti-build-up. Ça, c'est la solution la plus simple. La gestion de saturation, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc jusqu'à présent, on a fait on a fait une transition manu-auto, enfin on a fait un anti-choc en cas de tracking et de manu, et on a géré le fait que les régulateurs ne s'emballent pas dans ces scénarios-là. Mais non, si le régulateur s'emballe alors qu'il n'est pas en manu, il n'est pas en tracking, on n'a encore rien fait. C'est ce qu'on fait maintenant, et de nouveau, c'est la même chose. On ne va pas aller limiter le régulateur en sortie, on va aller travailler sur le terme intégral. Encore une fois, parce que c'est lui qui est au cœur de tout, les emballements et les chocs. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez votre action P et votre action I, qui est calculée comme si de rien n'était, et puis on va aller regarder la somme des deux, donc le PI. Et si la somme des deux est trop grande, qu'est-ce qu'on va aller faire? De nouveau, c'est la valeur intégrale que l'on va aller forcer pour essayer que la sortie du régulateur corresponde à la limitation. Encore une fois, qu'est-ce que je dois mettre comme valeur dans mon intégrateur pour que la somme des deux, donc la sortie, soit égale à la valeur maximum de saturation? Ben, je dois aller soustraire ici ce que je viens rajouter derrière. Donc c'est bête, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit aller faire ça sur le terme intégrateur. Comme ça, on est sûr qu'il ne s'emballe pas. C'est bien ceci qui force la valeur du terme intégrateur ici, et on n'est pas derrière en train simplement de dire que si la somme des deux est plus grande que 100, alors je mets 100. Si on fait ça, encore une fois, on n'est pas en train de gérer le terme intégrateur et on aura un phénomène d'anti-build-up. Donc avec les petits exemples ici, de gestion de mode track, manu et de saturation, et la manière de les implémenter, vous avez vraiment la base de gestion des deux problèmes de conditionnement que sont l'anti-build-up et le transfert sans choc dans les scénarios principaux quand vous implémentez votre régulation sous forme récurrente. Si vous ne l'implémentez pas sous forme récurrente et que vous devez faire ça de manière analogique, donc à partir de schéma bloc, ben alors c'est la solution qui n'est plus là, et celle dont je parlais tout à l'heure avec la contre-réaction positive d'un filtre du premier ordre. Ça, c'est la gestion facile de l'anti-choc et de la saturation pour une expression récurrente de votre pays.
la réalisation de l'intégrateur avec une contre-réaction positive d'un filtre du premier ordre, c'est la solution facile au problème de choc et au problème de saturation pour les réalisations analogiques ou schéma bloc de votre régulation. C'est vraiment le schéma, le pendant l'un de l'autre. Justement, en parlant de cette forme-là, il y a encore un truc plus intéressant. D'abord, rappelle que ceci, c'est votre intégrateur. Pardon, j'ai d'abord un autre truc. Ça, c'est le PI seul, donc je n'ai pas de contre-réaction qui arrive. Si vous voulez le gérer de manière analogique, donc sans devoir le faire en ligne de code, voilà le genre de choses qu'on peut faire. Donc vous avez votre PI qui se trouve là, et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir gérer ici le signal de tracking, et de manière analogique, entre guillemets, donc sans devoir le programmer, on va ici venir basculer sur cette entrée-ci quand on est en track, alors qu'avant d'être en track, on était à 0, donc ce machin ne sert à rien, ça rajoute 0 sur une somme, ça ne sert à rien. Et quand vous le faites passer par ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en réalité, vous avez là un intégrateur et vous fermez ces boucles-ci. Et donc, fermer ces boucles-là, ça vous donne un premier ordre. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça stabilise votre intégrateur. L'intégrateur, là, ne peut pas s'emballer quand vous êtes en tracking et ça le prépare en anti-choc. De nouveau, c'est la même chose. Et quand vous êtes en tracking ou en nu. Quand on a des problèmes de saturation, il existe l'équivalent, qui est de faire ceci. Vous avez votre PI qui est ça pour le I, ça pour le P. On garde la même idée de venir faire une contre-réaction à l'entrée du régulateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir rajouter ici comme signal, un signal proportionnel à l'écart entre la sortie réalisable et la sortie demandée. Autrement dit, dans un scénario où vous n'êtes pas en saturation, mais que vaut ce signal-ci? Quand vous n'êtes pas en saturation, il vaut 0, autrement il ne sert à rien. Okay, il est juste prêt. Donc ça ne change rien, vous avez votre PI de manière tout à fait naturelle. Donc il n'y a rien à changer dans le raisonnement. Par contre, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes saturé? Eh bien, encore une fois, vous allez avoir ici la valeur saturée à 100%. Ici, c'est les régulateurs de rang plus. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir fermer ceci autour de cette boucle-là. Et donc, vous avez de nouveau un premier ordre qui va stabiliser le terme intégrateur et l'empêcher de s'emballer. Et donc, ça vous donne quelque chose qui va sortir de saturation de manière tout à fait naturelle. Vous avez du coup une constante de temps en plus à choisir. De temps en temps, on la met égale à TI. Il y a d'autres règles de bonne pratique qui disent que ça doit être la racine de TI fois TD. Si vous voyez ça à gauche, à droite, ça c'est un petit peu pichipo. Ça va changer la manière dont vous allez sortir de saturation. Vous voyez juste qu'il y a un paramètre en plus quand on veut gérer ça. Donc ça, encore une fois, c'est une manière analogique ou schéma bloc de réaliser la gestion de saturation que vous avez vu juste avant. Le N est codé. Autrement dit, ça c'est quand vous implémentez, c'était quand vous implémentez votre régulateur sous forme récursive et sous forme algorithmique. Souvent, vous allez pouvoir travailler sur un schéma bloc ou réaliser vous-même ça à partir d'éléments analogiques, même si c'est de plus en plus rare. Donc voilà comment vous pouvez réaliser votre régulateur. Toujours dans la gestion des modes de fonctionnement, on revient ici sur notre régulateur PI réalisé par une contre-réaction positive. Pour vous dire que le gros intérêt de ça, c'était quoi? Eh bien, comme je vous le mettais tout à l'heure, si vous avez des changements de mode et que vous les mettez bien ici en amont du repiquage de ceci, donc on va bien chercher le signal repiqué en aval des switches et des limitations. C'est ce que qui est dessiné ici. Et donc on va avoir la même chose plus loin qui sera dessiné ici avec les saturations comme je l'écrivais. Ça a quoi comme avantage? Ça, il y a encore une fois, ça va gérer la saturation de manière native, de manière analogique. Vous ne devez pas commencer à faire quoi que ce soit pour dire attention, je suis arrivé en saturation, donc je dois gérer mon régulateur autrement. Parce que le fait de le réexprimer comme ça fait que vous avez ici une chaîne qui n'est plus ouverte à partir du moment où vous êtes avec un switch track ou manu, ou bien à partir du moment où ceci rentre en saturation et que vous êtes plus grand que la valeur maximum de l'écrêteur, plus petit que la valeur minimum de l'écrêteur. Donc ça fait que naturellement, cet intégrateur-ci n'est plus en train d'intégrer, ça devient un bête filtre du premier ordre qui se met du coup en tracking gentiment pour attendre la sortie de saturation ou le repassage en mode automatique. Donc la perte du tracking du menu. Cette forme est tellement intéressante qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que ça devient si je veux utiliser ça avec un feed-forward ou un PID2? En fait, il y a même plus de choses à tenir compte. Ça, c'est la formule classique du régulateur PI à 1 degré de liberté. Et donc, qu'est-ce qu'on peut devoir rajouter à ça? Le feed-forward
l'action dérivée et le paramètre B du régulateur à 1 degré de liberté. Okay, donc le D, qui peut être avec du 1 degré de liberté, intégrer son cellulaire. Ici, on a quelque chose qui n'intègre pas le B du proportionnel. Il faut en tenir compte. Forward. Et tout ça, naturellement, l'idée, c'est quoi? C'est de venir dire que c'est PI plus D plus feed forward. Autrement dit, naturellement, ce qu'on va faire, c'est ceci. Okay, on va tout simplement lire qu'on avait déjà l'action de PI, et bien on va rajouter tout ce qu'on a besoin là-dessus, le feed forward, l'action dérivée, et encore la partie du terme B sur le proportionnel, si on veut un régulateur à 1 degré de liberté. Donc ça, c'est une manière de travailler. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter de ceci et l'implémenter sous cette forme-là? Qu'est-ce que je perds si je fais ça? Ça, c'est bon, mais ça ne m'intéresse pas. Dans l'implémentation. Ouais. On ne gère pas l'anti-build-up. On ne gère pas l'anti-build-up. Donc, si je veux profiter du fait que j'ai réalisé mon action intégrale par un filtre du premier ordre en contre-action positive, entre autres parce que ça me permet de facilement gérer le build-up et l'intégrale, je ne peux pas aller faire ça. Imaginez ici, ça veut dire que j'aurai mes limitations, je ne sais plus dans quel sens ça va. Non. Ça veut dire que j'aurai mes limitations, mes changements de mode qui sont dans la boucle qui va rechercher le signal pour le premier ordre. Autrement dit, j'ai mon changement de mode et ma saturation qui sont ici, mais je vais quand même rajouter un truc derrière. C'est complètement con ça. Parce que je veux mettre ici ma limitation pour gérer mon anti-build-up, pour dire que je suis au maximum à 100%. Mais c'est con parce qu'avant d'aller sur l'organe de réglage, je vais encore rajouter quelque chose ici. Donc cette forme-là, directement comme ça, elle ne profite pas de cette forme, de cet intérêt-là. Donc on va garder cette structure-ci, on va tout simplement l'implémenter de manière différente pour pouvoir garder cette idée, c'est ça qui est fondamental là-dedans, pour pouvoir garder l'idée que je peux aller gérer mon intégrateur ici en mettant dans cette boucle-ci les changements de mode et les saturations. Pour ça, il suffit de faire quoi? Il suffit de se rendre compte que mettre une somme ici, ça revient exactement au même, vu que tout est linéaire, de la mettre ici. Okay, par contre, je ne peux pas le faire en une fois, parce que regardez, ici, ce qu'on va faire, c'est dire que je viens faire plus ici, et donc je vais vouloir l'amener ici. Qu'est-ce que je dois faire si cette somme ici, je veux l'enlever ici et la mettre ici? Je vais changer quelque chose à ce signal-là. Ce signal-là, avant, il n'avait pas la somme. Maintenant, si vous mettez la somme ici, en amont de ce point-ci, vous venez aussi rajouter la somme sur ce feedback-ci. Donc, pour que ça reste correct, je dois faire plus, moins. Vous êtes d'accord? Alors, ça reste la même chose. Ça, c'est linéaire. Donc, je peux aller mettre ici le moins que j'ai ici, je peux le mettre ici. Parce que j'ai un gain de 1. Enfin, de toute façon, ça serait quand même correct. C'est comme ce que je dis. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à déplacer ça pour essayer d'avoir une version qui nous permette de pouvoir gérer la saturation plus proprement. Et donc, en fait, avec ça, on est déjà bon. Hein. Si vous venez ici mettre un moins ici et un plus ici avec ce système-là, c'est correct. Mais vous allez voir que ça peut simplifier encore plus si vous réexprimez le filtre du premier ordre ici à partir d'un intégrateur. Ça peut vous paraître bizarre, parce qu'on est parti d'un intégrateur, on a dit qu'on va aller réaliser l'intégrateur à partir du premier ordre, et maintenant je vous dis qu'on a intérêt à implémenter ce filtre du premier ordre sous forme d'un intégrateur. Et vous allez voir que cet intégrateur-ci, lui, il est toujours fermé, donc il n'y a pas de problème de stabilité. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on a un intérêt à faire ça. Donc maintenant, on va réexprimer le filtre du premier ordre en le construisant à partir d'un intégrateur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ça, c'est le premier déplacement dont je vous ai parlé. On met le moins ici et le plus ici, et mettre le plus ici ou le plus là, ça revient au même. Donc maintenant, si je ne me trompe pas, on réalise notre filtre du premier ordre avec une action intégrale. Donc j'ai bien que l'entrée du premier ordre, sortie du premier ordre, et le premier ordre est réalisé avec un intégrateur. Et la contre-action qui ici est négative. Et donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que le plus que j'ai ici, en réalité maintenant je pourrais dire que je peux le mettre ici, ça ne change rien. Mais le plus que j'ai ici, de nouveau, je pourrais le mettre ici, sauf que si je fais ça, qu'est-ce que je dois faire ici? Pour lequel? Donc mon plus, je peux le déplacer et le mettre ici, ça ne change rien. C'est une somme de sommes. Maintenant je voudrais bien le mettre ici. Mais si je dois faire ça, je dois le compenser en faisant un moins ici. D'accord? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si je viens faire un plus ici, ben, le signal ici, il aurait été affecté par ce plus, alors que normalement, il ne l'est pas. Donc, je viens faire plus ici, moins ici. Et si je viens faire moins ici, et que j'ai moins ici, ben, en fait, ça fait plus. Et que j'ai ici un moins, mais cela tombe. Vous suivez? Et du coup, il n'en reste plus qu'un.
Il ne reste plus que celui que j'ai mis ici, et c'est ça que vous avez ici comme forme finale, pour lequel vous avez le filtre du premier ordre qui réalise l'action intégrale, et on remarque comme ça qu'on a une forme super élégante pour lequel le feed-forward, l'action dérivée, et ce qui reste à compenser des termes proportionnels pour travailler avec 2 degrés de liberté, arrive tout proprement ici. Forme très intéressante, parce que déjà, c'est facile à implémenter, il ne faut pas aller faire des plus et des moins partout. On a vu ce qui se simplifiait, et on récupère notre résultat qui est que j'ai ma chaîne ici, ma boucle ouverte, qui me permet d'aller positionner des changements de mode avec des switches et mes gestions de saturation. Et donc j'ai bien un signal ici qui reste parfaitement cohérent avec les limitations physiques de l'organe de réglage. Donc cette implémentation permet de généraliser l'idée de PI réalisé avec un premier ordre en contre-action positive, parce que c'est intéressant pour les changements de mode et la gestion de saturation. Ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'on peut l'étendre, c'est toujours correct avec un PI D, un feed-forward et 2 degrés de liberté. Donc c'est vraiment super important. De nouveau, ceci nous donne une formule naturelle qui, malgré les tracking, les manus, les gestions de saturation, va être tout à fait naturelle. Donc vous n'avez rien à faire comme condition logique. Si ceci, alors je fais ça. Si ceci, alors je fais ça. Ceci, c'est un régulateur qui va tourner en permanence de manière analogique sans avoir de changement de mode. Les changements de mode sont faits entre guillemets dans son dos avec les switches et lui ne s'emballe pas parce qu'on a implémenté sous une forme intéressante. Okay. Donc ça, c'est vraiment très pratique à implémenter sous cette forme-là parce que ça évite de faire des programmations emmerdantes. On aime bien en régulation quand tout est en auto tout le temps et qu'on ne commence pas à avoir toujours des logiques et des types et des checks. Sinon, ça marche bien un jour, le lendemain, vous faites une modif et merde, j'avais oublié ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme forme de régulateur PID par rapport aux gestions de tracking, de manu et des saturations. Oui. Et ça, là, si on prend tout ce bloc-là comme ça, c'est un peu ce qu'on appelle le régulateur de base. Oui, tout à fait. C'est un peu faire un régulateur universel. Si vous ne voulez pas de D, vous n'utilisez pas. Pas de froid, vous n'utilisez pas. Si vous ne voulez pas le C ou le P, vous n'utilisez pas. Mais vous avez quelque chose comme ça qui est nativement, tout à fait naturellement prêt pour la gestion de saturation et les gestions de choc. Donc vous avez un régulateur tout à fait complet ici. Il y a encore moyen de faire diverses versions pour essayer de sortir de saturation plus ou moins vite. Mais là, on est encore plus dans le détail. Oui, je vous l'avais dit la fois passée, ça reste tout à fait correct. Ce qu'on a rajouté sur ce slide-ci, c'est le dernier switch. Des fois, le signal de retour du NUV pour réaliser l'action intégrale, c'est même pas la sortie du régulateur, c'est carrément l'organe de réglage. Dans certains cas, on va aller rechercher ici la valeur directe de l'organe de réglage. Ou bien, si c'est une cascade, le PV, c'est le scénario que je vais vous montrer la fois passée. Donc on va carrément rechercher une valeur externe, et c'est ça quelque part qui montre aussi que le régulateur est naturellement en tracking. Il va suivre autre chose, même quand il est en fonctionnement normal. Donc c'est une forme de régulation vraiment super intéressante et énormément utilisée. Elle est par exemple également utilisée dans les overrides. Si vous vous souvenez la fois passée, quand on a parlé des structures de réglage, on était en override, et donc on a dit que c'était une série de régulateurs qui étaient mis en parallèle, de manière à gérer la voie principale de régulation les différentes voies de contrainte. Et la gestion de contrainte se fait avec des min et des max qui sont en aval du régulateur, dans ce scénario-ci. On avait parlé aussi d'être en amont du régulateur et avoir un seul régulateur. Alors les min et max, c'était sur l'écart de réglage. C'était une solution. L'autre solution, c'était d'avoir plusieurs régulateurs. C'est particulièrement intéressant quand on avait des dynamiques différentes pour chacune des voies de régulation. Et donc, c'est ce qu'on avait ici. Et on avait dit à l'époque, ouais, ben, attention, quand vous êtes comme ça en override, vous avez un régulateur qui pilote vraiment l'installation, et donc quand vous pouvez fermer, tous les autres régulateurs, ils ne sont pas en régulation. Ils ne sont pas sélectionnés par la voie de min-max, et donc il faut faire quelque chose pour éviter qu'ils s'emballent. Vous vous souvenez de ce qu'on avait fait? On a déjà discuté. On avait fait un anti-wind-up un peu spécial, qui lui avait besoin justement d'une logique. On avait dit, si le min-max ne sélectionne pas la voie de ce régulateur-là, alors on le met en tracking, vous vous souvenez? Et on le mettait en tracking de quelle valeur? Et qu'est-ce qu'on mettait en tracking? On ne mettait pas en tracking la sortie du régulateur non actif, on mettait en tracking l'intégrale du régulateur non actif. Sinon, souvenez-vous de raisonnement, c'est fondamental dans cette structure-ci, le régulateur est perdu à tout jamais. Donc c'est une erreur de programmation qui fait que votre voie de protection, du coup, elle ne marche plus. Et donc là, c'était une des solutions qui nécessite une programmation sur base de logique.
on avait dit, j'ai un tracking du régulateur qui vient du min-max qui me montre que je ne suis pas sélectionné, qui vient traquer la valeur de l'intégrale, vous lui imposez la valeur de sortie du min-max. Et la valeur proportionnelle, elle, on avait dit grâce à ça, elle continue à vivre. Vous vous souvenez? Eh bien, une autre manière de faire pour gérer le wind-up ou l'anti-wind-up des voies non actives, c'est que toutes les voies actives soient implémentées sous forme, justement, d'un régulateur PI pour lequel l'intégrale est faite en contre-action positive d'un filtre du premier ordre. Et si vous faites ça, et remarquez bien que chacun des trois termes intégrateurs a bien comme entrée la sortie globale des logiques là. Sinon, de nouveau, ceci ne marche pas. La philosophie de base de ce régulateur-là, c'est qu'il faut ramener au terme intégrateur la variable qui est réellement la variable limitée par la régulation et par les limites physiques de l'organe de réglage. Et donc, si vous allez venir chercher le plus en aval possible, donc après les sélections min-max, après les saturations d'organes de réglage et après les changements de mode, manu et tracking, vous ramenez bêtement ça sur chacun des termes intégrateurs, et là, vous ne devez plus rien faire comme logique. Ils sont de nouveau conditionnés de manière analogique. Le régulateur de voie 1, par exemple, s'il n'est pas sélectionné par la voie min-max, il n'y a aucun problème. Le filtre est en train de gentiment suivre la variable sélectionnée par la logique de min-max, qui est un autre régulateur, et vous avez finalement que le régulateur numéro 1 est en train de suivre gentiment le régulateur numéro 3 qui a la main sur le process. Et en fait, c'est presque la même chose que ce qu'on a fait en imposant le terme intégrateur, parce que regardez ici, le terme intégrateur, c'est en fait le filtre du premier ordre qui le fait, et donc on a bien en faisant ça qu'un régulateur non actif est en train d'alimenter son intégrale par la sortie globale de la régulation. La seule différence, c'est qu'ici, ça se fait de manière analogique à travers un filtre du premier ordre, tandis que dans ce qu'on a fait la fois passée, on forçait un tracking du terme intégrateur. C'est exactement comme si ici, quand un régulateur n'est pas actif, on forçait son PI à 0, qui suive instantanément, que le filtre suive instantanément l'entrée. Donc c'est finalement assez analogue. La différence ici, c'est que vous n'avez pas besoin de logique binaire si tracking, alors je fais ça. Donc ça permet d'avoir une régulation en général beaucoup plus propre, plus facile à comprendre, à maintenir, etc. etc. Ça, vous pouvez oublier, on ne va pas du tout en parler, vous ne devez pas faire, ce sont les cas spécifiques qui ne nous intéressent pas. Ceci non plus, vous pouvez barrer. Ceci, vous pouvez barrer. Et on arrive ici à la partie IMC. Alors, on est toujours dans la partie PID. Ici, on peut faire une petite aparté avec la partie override, parce que c'était intéressant, après avoir discuté de l'anti-wind PID, de voir que c'était aussi utile sous cette forme pour l'override, mais on est toujours occupé à parler de PID, et on était occupé à faire le pendant de ce qu'on a fait pour le pays, pour lequel on a discuté de l'intérieur du régulateur, l'intérêt du régulateur, et après, on a fait le tuning. Pour le pays, on a fait l'IMC, et on a montré, et j'ai fait le développement au tableau tout à l'heure, que si on est en ordre réduit, donc ordre 1 avec temps mort ou intégrateur avec temps mort, eh bien l'IMC nous donne naturellement un PI. Eh bien maintenant qu'on a un PID, de travailler sur un PID, on peut voir une extension de ceci, à savoir que si les modèles sur lesquels on travaille sont d'ordre plus élevé, mais par exemple mon scénario, mon cas, B, c'est un deuxième ordre, eh bien la même méthode IMC va nous donner un PID de manière tout à fait naturelle. Donc l'idée, elle est encore la même, c'est d'essayer de travailler sur la philosophie IMC pour pouvoir trouver les bons paramètres, mais de quand même l'implémenter sous forme de PID, parce que c'est plus facile de l'implémenter en industrie, parce que souvent le bloc PID est déjà prêt, et bien conditionné, avec ses anti-chocs, ses anti-wind-up, etc. Donc de nouveau, comme tout à l'heure, faisons un exemple. Je prends le plus facile, parce que j'ai pas envie de faire celui avec des temps morts, parce qu'il faut rediscuter de l'approximation de temps mort. On l'a déjà fait. Padé ou Taylor au premier ordre suivant. Donc prenons le cas B et on revient sur ce qu'on a démontré ensemble, à savoir que un IMC, eh bien ça peut être un IMC, ça peut être réexprimé sous forme d'un régulateur en feedback classique. Donc on a bien que l'entrée du régulateur c'est l'erreur et la sortie du régulateur c'est l'action, donc le MV. Ça c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Et tout à l'heure, on a vu que pour un premier ordre, en fait c'est le cas A que vous avez ici, eh bien naturellement tombait un régulateur PI. Si on fait exactement la même chose avec un
un système du deuxième ordre. Mon modèle du process est un deuxième ordre sans temps mort. Du coup, quand je l'inverse, ben, je fais l'hypothèse que je sais tout inverser. Effectivement, j'ai pas de temps mort, il n'y a pas grand-chose à discuter. Ceci n'est pas réalisable seul, ça on le sait, mais le filtre arrive pour aider ça. Et pour le filtre ici, ben, on dit qu'on va encore une fois simplement viser d'avoir un premier ordre, comme ça on impose de ne pas avoir de dépassement, et d'avoir un suivi de consigne qu'on impose avec une seule constante de temps. Taux close loop, qui ici, dans ces notations aussi, sera taux C. Comme ça, les choses sont claires. Donc, dans les premières notations qu'on a utilisées, c'était ça. Ici, vous voyez que ce qu'on a repris, c'est un tableau qui vient d'un ouvrage de référence. Donc, les notations ne sont pas tout à fait les mêmes. Taux C, encore une fois, pour close loop, c'est donc votre cahier des charges en suivi de consigne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? À partir de la philosophie IMC qui utilise un modèle du système, un modèle inverse et le filtre du cahier des charges, on va le réexprimer pour voir quelle tête a le régulateur équivalent feedback. Et donc pour ça, on réécrit tout simplement ici F fois P inverse. Je vais vérifier que je suis bien correct. Mais j'ai bien ici P inverse qui est ici et F qui est là. J'ai bien P inverse qui se retrouve ici, P direct ou P chapeau qui se retrouve ici, mon filtre qui est ici et mon 1 moins. Et quand j'ai pas de temps mort et donc que j'ai pu inverser l'intégralité du système, j'ai bêtement, encore une fois, que ceci et ceci se simplifient. Ce qu'on avait déjà dans le cas que j'ai fait avec vous tout à l'heure, parce que c'est le cas le plus simple. Donc refaites bien tous les autres. Si vous avez le temps mort, vous pouvez simplement plus simplifier ceci. Les calculs sont un chouïa plus lourd, mais ça revient exactement au même. Et donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire avec ceci? On était en train de dire que ceci va nous donner du coup du 1 sur KC, et je vais le réexprimer directement comme ceci. Non, je vais faire une étape intermédiaire pour que ce soit plus clair. Je ne change rien au-dessus. Et en dessous, qu'est-ce qui va me rester? Encore une fois, je vais mettre en évidence mon filtre. Du coup, qu'est-ce qui me reste ici? 1 plus moins 1, si je ne me trompe pas. On a comme tout à l'heure que ceci et ceci se simplifient. C'est pour ça que j'ai choisi cela. Ça et ça se simplifient. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et donc, qu'est-ce qui nous reste ici? Cette forme-là pour laquelle il y a plusieurs choses intéressantes également. Jack. Est-ce que vous voyez mon PID là-dedans? Parce que c'est bien le but, hein. C'est de voir que lorsque j'ai un système du deuxième ordre et que j'applique la philosophie IMC, le régulateur équivalent feedback me donne un PID. Il y a de l'intégrale, ça sent bon. Il y a un ordre 2 au-dessus, ça sent assez bon. C'est pas encore la forme finale que je veux. Ok, si vous voulez alors avoir plus de détails, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître la forme parallèle de la manière suivante. Je vais avoir mon intégrateur qui est en dessous, je n'y chipote pas pour l'instant. Et au-dessus, je vais développer, je vais avoir 1 plus S taux 1 plus taux 2 plus S carré taux 1 fois taux 2. Et donc, est-ce que j'ai bien du P, du I, du D? Ben oui, parce que ceci, je peux le réexprimer sous la forme suivante. 1 sur S taux close loop plus taux 1 plus taux 2 sur taux close loop parce que j'ai une simplification des S plus S taux 1 taux 2 sur taux close loop. Là, est-ce que vous voyez arriver le PID? Ben oui, j'ai bien ici du 1 sur S. Ici, j'ai pas de S, c'est mon terme proportionnel. Ici, j'ai du S au-dessus, c'est bien mon terme dérivé. Mais non, si c'était vraiment la forme PID, je devrais plutôt avoir un 1 ici sur mon terme proportionnel et le gain qui est ici sur tout, pour avoir la forme mixte dont on a parlé tout à l'heure. Mais faire apparaître un 1 ici, c'est pas bien compliqué. Il suffit de mettre ce truc-là ici en évidence. Du coup, il dégage ici. Et ici, j'ai l'inverse qui apparaît. Donc, taux close loop sur taux 1 plus taux 2. Taux
close loop sur taux 1 plus taux 2. Autrement dit, ici, ben, j'ai du taux close loop qui simplifie le taux close loop. Ici également. Et donc, il me reste une version finale qui est 1 sur KC taux 1 plus taux 2 sur taux close loop fois, et j'avais dans l'ordre qu'on aime bien, 1 plus 1 sur S taux 1 plus taux 2 plus S taux 1 fois taux 2 sur taux 1 plus taux 2. Et donc, vous serez tous d'accord pour dire que ceci devient donc le gain du régulateur équivalent, que ceci devient du coup TI et que ceci devient du coup TD sur lequel on devra rajouter le filtrage. Mais ça, c'est une autre discussion. Et donc, on regarde si c'est correct. On a bien que le produit des deux gains KC fois K, sous-entendu KP ici, est taux 1 plus taux 2 sur taux close loop. Donc, c'est correct. Que la partie intégrale, c'est taux 1 plus taux 2, c'est bien correct. Et que la partie dérivée, c'est le produit des constants de temps sur la somme, c'est bien correct. Et donc, on montre bien ici ce qui est vraiment intéressant en termes de tuning de PID, c'est que si vous avez une approximation de votre système qui est d'un ordre 2 sans temps mort, eh bien, vous pouvez directement, imposer la dynamique en suite consigne grâce à un seul paramètre qui est taux close loop, dynamique du premier ordre en suite consigne qui est désiré, donc ça c'est votre cahier des charges, et vous avez comme ça, gratos, un PID. Donc, vous avez les paramètres qui vont vous garantir d'avoir exactement ce suite consigne. Je dis exactement parce qu'ici, il n'y a pas d'approximation. Vous avez des approximations quand on commence à travailler avec des temps morts qui doivent être approximés à l'ordre 1, comme on en a déjà discuté. Donc, la philosophie, c'est ça. Tu peux parler des PID. Et quand on parle de tuning de PID, il y a plein de méthodes de tuning. Il y a les méthodes de bonne pratique comme on a fait ensemble. Hein. Un petit peu de P, je rajoute un peu de I, je rajoute un peu de D de manière itérative. Et si vous voulez travailler en model-based, eh bien, voilà la philosophie qu'on va utiliser. Donc, moi, je vous ai rappelé brièvement comment fonctionnait l'IMC tout à l'heure pour en arriver à cette forme-ci. Eh bien, sachez que tout le chapitre 7 que vous avez plus loin vous rappelle tout ça en long et en large, et donc on l'a déjà fait. La seule nuance, c'est qu'ici, j'ai fait l'hypothèse, dans les deux exemples que j'ai faits, que je pouvais inverser l'intégralité du système. Or, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne va pas vouloir inverser. C'est le temps mort, il y a des zéros instables quand on a des minimums de phases ou des choses comme ça. Okay. Donc là, je vous laisserai regarder ça. L'idée de l'IMC dans le rappel de ce cours-ci, c'est vraiment pour arriver à cette forme équivalente feedback et montrer que quand on a des modèles qui ont cette tête-là, différents cas, eh bien c'est très facile de pouvoir imposer la dynamique en suite consigne. Encore une fois, ceci c'est surtout fait pour de la dynamique en suite consigne, et donc en réjection de perturbation, eh bien si vous avez ça, vous allez essayer, vous allez utiliser alors les polynômes, les coefficients B et C, si besoin, d'améliorer, de distinguer plutôt les deux dynamiques, superconsigne et réjection de perturbation. Pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est très pratique. Et voilà les différents cas qui sont faits dans la littérature et qui vous permettent pour la majorité des systèmes d'ordre réduit qui sont utilisés en industrie de directement avoir un régulateur PI. Faites attention, quand vous utilisez ce genre de résultat-là, vous devez toujours bien vérifier quelle est la forme du régulateur que l'auteur de l'article utilise. Ici, il n'y a aucun doute, j'ai fait tout le développement et donc je sais que ça colle avec un régulateur parallèle. Je pourrais très bien, et ça existe effectivement, que vous alliez dans tel ou tel livre ou sur tel ou tel site et que vous trouviez des règles comme ça qui vous permettent de calculer KP, TI, TD, il faut KC, TI, TD, et puis que ça ne marche pas parce qu'en fait, le gars qui a fait ça, il n'a pas utilisé, encore une fois, la même forme de régulateur que vous. Donc ça, c'est évidemment fondamental. Ici, avec l'essai que je viens de faire là, ça prouve bien que on retrouve le résultat et une forme parallèle mixte qui est celle qu'on a. Donc ça, c'est la manière d'utiliser l'IMC. On vient de faire plusieurs exemples. Donc c'est géré. Même chose, c'est géré. Et l'hypothèse que je vous ai déjà rappelé plusieurs fois, attention, donc je vais redire, s'il n'y a pas d'hypothèse, ça marchera toujours parfaitement bien. Par contre, quand on fait des approximations de temps mort, c'est valable que quand le temps mort est relativement petit par rapport à la dynamique du système ou la boucle fermée.
petite remarque que Chebuti m'a fait tout à l'heure, ça arrive qu'on ne travaille pas avec un objectif ensuite consigne qui est directement en valeur absolue, enfin en grandeur absolue, la dynamique qu'on veut avoir, mais on dit plutôt qu'on veut accélérer par rapport à la boucle verte d'un certain facteur. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut commencer de manière raisonnable avec un alpha égale 1, donc dire ma dynamique ensuite consigne, je ne veux pas demander plus que être égal à la dynamique naturelle du système. Encore une fois, ce n'est pas très dynamique, autrement dit, on ne devrait pas avoir de problème de robustesse, et puis si nécessaire, on continue tout simplement à diminuer alpha pour augmenter, enfin pour diminuer le temps de réponse, jusqu'à ce qu'on soit soit satisfait, soit qu'on commence à avoir des problèmes de robustesse. Donc c'est une autre manière d'imposer la dynamique consigne. Si vous regardez ça dans différents ouvrages, vous ne trouverez pas une constante de temps comme paramètre, mais un facteur. C'est ça que vous êtes occupé avec cet esprit-là, et que le facteur, c'est alors le ratio entre la dynamique naturelle et la dynamique que vous voulez ensuite. Et ces remarques-là, on les a déjà faites. Alors vous voyez ici qu'il y a un modèle inverse qui apparaît, et donc il faut faire attention à la réalisabilité quand le système est instable. Il y a quelques petits trucs auxquels il faut faire attention. Donc sachez-le, mais on ne va pas rentrer dans le détail ici. Ça, vous me direz, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, même si c'est passionnant, je vous invite à lire en profondeur. Je sais ce que vous allez en faire. Et donc, on arrive sur un exemple d'application justement d'IMC. On part ici d'un système d'ordre 3. Vous voyez que dans les IMC classiques, enfin dans les règles qui existent pour passer d'un IMC à un PID, on n'a pas d'ordre 3. Non, parce que si vous avez ça, si vous voulez implémenter l'IMC avec l'ordre 3, c'est un ordre trop élevé pour tomber sur un pays ou un PID. Donc, qu'est-ce qu'on va faire souvent? C'est l'approximer par un modèle d'ordre réduit. Ici, un broïda avec un temps mort. Et donc, si vous allez ensuite chercher dans les règles d'IMC vers PID, ce broïda avec temps mort, ça c'est l'approximation qu'on fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, le broïda avec temps mort, eh bien, si vous allez chercher dans l'IMC, vous allez trouver le gain proportionnel et le TI, qui seront évidemment en fonction de la dynamique du système et de votre cahier des charges. Pas grand-chose à en dire, c'est juste pour vous donner un exemple numérique, et c'est tout. Ça, lisez-le, c'est très important, je sais ce que vous allez en faire. Et ça, c'est notre résultat. Il n'y a pas grand-chose à en faire. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, quels sont les différents pièges qu'on peut avoir quand on est toujours en train de parler des PID et qu'on essaie de mettre ça en service? Quels sont les différents problèmes que vous pouvez avoir? On en a déjà parlé de la majorité. Hein. Si je regarde ça, on a tout ce qui est changement du système en fonction du temps. Ça, c'est quand vous mettez en service quelque chose et qu'une heure après ou un mois après, vous dites ton truc ne marche pas. Donc ça, c'est un problème de changement du système, et donc c'est lié à la robustesse. Et donc ça fait vraiment partie des choses qu'il faut absolument intégrer. Soit le changement du système vient du point de fonctionnement, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire en plus alors? Essayer de tenir compte de ce point de fonctionnement. Ça ne fait pas que alors après la notion de robustesse, mais aussi la notion de non-linéarité. Si on est capable d'exprimer le changement qu'un point de fonctionnement a sur la dynamique du système, l'exemple typique, et on le retrouve tellement très souvent en industrie, c'est au plus mon système est bas en débit, au plus ma dynamique est lente et au plus mon gain statique est grand. Ça, c'est un truc très important. Je vais vous montrer des exemples tout de suite. Quand on sait ça, il faut absolument tenir compte. Je vais vous montrer ça maintenant. On verra si j'arrive à tout faire, mais c'est pas grave. Bah, si, c'est grave. Donc, je vous montre un petit exemple qui correspond à ça. Il faut que je change mon écran. Ça, c'est autre chose. Sur un système thermique, je réfléchis si j'ai le temps. Oui, on a déjà fait tout le chapitre 7. On est là. Donc, petite application ici qui vient. Petite application industrielle qui vient. Une tour solaire comme ceci. Donc, on ne va pas parler de tout ça dans son intégralité, mais ce qui est intéressant, c'est justement le lien avec l'exemple que je viens de vous dire.
on concentre d'énergie thermique avec des miroirs sur le corps noir qui se trouve au-dessus, qui fait une vingtaine de mètres de haut. C'est un échangeur dans lequel on fait circuler du sel liquide, et l'objectif, c'est bêtement de le chauffer, parce qu'à partir de cette énergie thermique, on fera de l'énergie électrique en passant par un cycle eau vapeur classique et une turbine à vapeur. Donc, on ne va pas aller dans le détail parce qu'on n'a malheureusement pas le temps. On pourra peut-être faire ça dans un autre cadre, mais voilà. Donc, si je vais simplement parler de l'aspect non-linéarité, je voulais aussi vous parler d'autres choses pour vous montrer la structure de réglage et tout le bazar. Mais voilà. Je voudrais quand même illustrer ici au moins la partie non-linéarité et faire le lien avec ce que je viens de vous dire. Ce que vous avez en haut à gauche, c'est la réponse indicielle à plusieurs points de fonctionnement, justement. Et donc, la réponse indicielle que vous avez pour chacun des points de fonctionnement, donc chacune des couleurs, c'est quoi? C'est lorsque j'augmente le débit de sel de 1 mètre cube par seconde, voire 1 kg par seconde, on s'en fout complètement, comment évolue la température? Le système que je dois réguler ici, je dois réguler la température par le débit de sel. Et donc, la réponse indicielle de mon process, c'est j'augmente mon sel d'un certain débit. Comment évolue la température? On est bien tous d'accord que la température va diminuer. C'est bien ça que vous voyez ici. En augmentant le débit de sel, ma température diminue. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des points de fonctionnement, vous voyez que la dynamique est différente et le gain statique est différent. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Je reviendrai sur mon slide ici. Mais le process, finalement, c'est rien d'autre qu'une puissance thermique supposée constante pour l'instant qui arrive sur mon échangeur. Je veux réguler la température de sortie. La température d'entrée est supposée constante. Et l'entrée de mon système, c'est mon débit. Par un simple équilibre de puissance, qu'est-ce qu'on peut voir? Que la puissance thermique qui va arriver dans mon fluide, elle est exprimée comme ceci. C'est fonction du delta T et du Cp du sel. Et donc, si vous allez regarder simplement ici le gain statique du process en disant que c'est la variation de sortie divisée par la variation d'entrée, la sortie, c'est ce que je veux réguler, c'était out. L'entrée, c'est mon débit ainsi que le sel. Eh bien, en calculant simplement le gain statique qui est la dérivée sur ma bête équation de puissance, eh bien, vous faites apparaître le fait que le gain statique est bien inversement proportionnel au débit. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit ici pour la partie statique. Pour la partie statique, quand je suis à bas débit, donc je suis avec mes 20%, là, je suis avec ma courbe bleue, je suis en pourcent de débit, là, 20 c'est le débit minimum, donc je n'ai pas besoin d'aller plus bas. Eh bien, j'ai la courbe qui finit en bas, qui a et un grand gain statique, parce que le gain statique est en 1 sur débit, mais on a réduit, c'est assez naturel, et en plus, elle est plus lente. Eh bien, on peut montrer exactement le même résultat en transitoire, à savoir que quand le débit est 2 fois plus petit, la dynamique est 2 fois plus lente. Donc, et la dynamique et le gain statique sont inversement proportionnels au débit. Quand on connaît cette règle d'évolution en fonction du point de fonctionnement, on peut la compenser dans la non-linéarité. Et donc, pour la vérifier, ici, ce qu'on s'amuse à faire, c'est déjà calculer le gain statique et le temps de réponse en fonction du débit. Et on peut voir, ici en simulation, mais expérimentalement, on fait la même chose, qu'on a bien une courbe en 1 sur S, donc 1 sur débit, pour et la partie gain statique et la partie dynamique. Et du coup, si on s'amuse à faire la même chose, mais en faisant un plot de 1 sur le gain et 1 sur la dynamique, on voit bien qu'on a quelque chose qui est devenu linéaire. Ça va nous permettre de compenser la dynamique et la partie statique du régulateur pour essayer de la compenser. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi observer ça? Eh bien, si on a différents points de fonctionnement qui répondent comme ceci, et qu'on normalise par rapport au débit, eh bien, on va montrer au régulateur un gain qui a toujours le même gain statique. On va souvent s'arranger pour mettre 1, ou ici moins 1, parce qu'on gère le sens physique du process. Et donc, on voit bien qu'on peut compenser comme ça le gain du process en le mettant en inverse devant ou derrière le process, de manière à ce que le régulateur voit un gain qui est toujours le même. Par contre, la dynamique est toujours la même. Eh bien, si vous avez un régulateur PI, on va pouvoir faire exactement la même chose. À partir du moment où on montre que la dynamique est tout simplement proportionnelle ou inversement proportionnelle au débit, eh bien, si on compense, on contracte l'échelle du temps, on superpose tous les résultats, eh bien, ça montre bien que le système pour lequel on contracte l'échelle du temps et on compense le gain statique, eh bien, compense parfaitement tout parce que toutes les courbes alors sont superposées. Et donc ça montre que après avoir tenu compte de la non-linéarité sur la dynamique et sur le gain statique, le régulateur verra un système qui est toujours le même. Et donc ça, c'est la partie comment compenser les non-linéarités. Alors comment est-ce qu'on le fait? En adaptant le gain du régulateur, évidemment.
ou bien en mettant en sortie du régulateur la non-linéarité inverse. On en a déjà parlé quand on a parlé des vannes et dans d'autres scénarios il y a quelques semaines, et vous l'avez implémenté, cette solution-là, au 5e niveau de régulation. Donc ça, c'est pour le gain. Et pour la partie TI dans ce cas-ci, ben, on va tout simplement adapter le TI en fonction du point de fonctionnement. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc oui, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du gain statique, on va pouvoir calculer la caractéristique statique. Et comme on est en 1 sur x, eh bien, quand on va recalculer la caractéristique qui nous donne cette dérivée à chaque point de fonctionnement, c'est résoudre l'équation différentielle qui va nous donner une ln. Et donc la ln, c'est la caractéristique statique du process. Donc pour la compenser, en sortie du régulateur, on va mettre une exponentielle, de manière à compenser la non-linéarité. Encore une fois, vous avez fait ça de la bonne régule en 5e, 4e, en 3e, en 5e séance, en 3e année, pour lequel on a compensé les pertes de charge quadratique du ventilateur en les mettant en inverse en sortie du régulateur. Vous vous souvenez? Magnifique. C'est exactement la même chose qu'on fait ici. Et pour la partie dynamique, qu'est-ce qu'on va aller faire? Je ne l'ai pas encore mis ici, mais donc ici, vous voyez la partie... tac, tac, tac. Non, ça c'est le process, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc votre régulateur PI va être comme ceci. Dans ce cas-là, on va avoir un gain du régulateur qui va être constant, mais parce que derrière le régulateur, on a mis la non-linéarité inverse de celle du process qu'on vient d'étudier. Grâce à ça, le régulateur voit un régulateur à gain constant, un process à gain constant. Donc le régulateur peut avoir un gain constant. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'action intégrale? Eh bien, sa constante de temps, on va l'adapter en fonction du débit. Ou bien, on va prendre une constante de temps constante et le signal d'entrée du régulateur, on va le bidouiller de manière à tenir compte de la constante de temps. C'est ce qu'on fait ici. Et vous voyez que pour avoir un TI qui est le TI nominal, donc à débit nominal, eh bien on va tout simplement ici utiliser le ratio débit nominal sur débit réel, de manière à ce que ceci vale 1 quand on est au débit nominal. Comme ça, c'est le TI du débit nominal. Ça aurait été un homme là, ouais, dégueulasse. Et donc c'est une autre manière de compenser la intégrale. On pourrait compenser la valeur de TI, ça revient exactement au même évidemment. Vous savez que TI intervient au dénominateur, mettant simplement un biais. C'est autre chose que je vais vous montrer là-dessus, avant de repartir sur la suite. Je ne comprends pas. Ça, ce sont les courbes réelles où on normalise. Donc ça, ce sont des tests réels faits à différents points de fonctionnement. Ensuite, on normalise sur le gain statique. Alors évidemment, les mesures ne sont pas parfaites parce qu'on ne maîtrise pas tout à fait les conditions environnementales, etc. Mais la première courbe, ce sont les tests bruts. Ensuite, on normalise sur le gain statique et vous devriez voir que du coup, elles apparaissent toutes à peu près avec la même variation, mais qu'on a encore une grosse différence sur les dynamiques. Et quand on contracte l'échelle de temps pour tenir compte que la dynamique est aussi inversement proportionnelle au débit, là, les dynamiques se remettent toutes ensemble. Et donc ça, c'est une preuve réelle sur test physique de ce que je vous ai montré, je fais plus en simulation juste après. Ça, malheureusement, on n'en aura pas. On n'a pas le temps d'en parler. Et on va revenir ici. Tac, tac, tac. Et c'est beaucoup, j'en étais. Ah, tu peux parler des problèmes pendant la mise en service. Ben, c'est ce que je vous ai fait à chaque rappel. Hein. Analyser le process. Et une des choses, c'est de savoir s'il est non linéaire. Et s'il est non linéaire, faire une analyse de linéarité pour voir si on sait essayer de compenser ces non-linéarités. Donc, ce qu'on peut voir aussi quand on est occupé à regarder les résultats de problèmes réels, c'est que vous n'arrivez pas sur votre constante, ou que vous y arrivez beaucoup trop lentement, soit vous n'avez pas d'intégrale, soit vous avez l'intégrale mais pas assez, soit l'autre chose qui peut arriver, c'est tout simplement que l'organe de réglage est arrivé en saturation. Ça arrive aussi souvent qu'on mette en service une installation et que vous avez votre client, votre chef, votre maman, si vous travaillez avec votre maman, qui dit « Ouais, mais attends, c'est pas normal, ça se passe pas bien ton truc. » Il faut aussi savoir dire « Mais non, c'est pas un problème de régulation. » Ça arrive souvent. Regarde, je suis de toute façon en saturation. Donc si on vous dit « Mais attends, c'est trop lent. » ou bien tu n'arrives pas à la consigne, vous allez directement regarder l'organe de réglage. Le premier réflexe, c'est de dire « Comment veux-tu que j'aille plus vite? Ma vanne est ouverte directement à 100%. Ça ne peut pas aller plus vite et ça ne peut pas aller plus haut en régime permanent. » Donc ça fait partie des trucs pour lesquels on peut voir des problèmes qui ne sont pas des problèmes de régulation. Mais c'est quand même sur votre dos que ça retombera, et donc il faut savoir essayer d'expliquer d'où ça vient. Les problèmes que vous rencontrez, c'est souvent aussi ça, des oscillations, donc là vous l'avez bien compris, soit elles viennent du tuning
parce que vous avez mis trop de gains ou trop de TI, soit ben, vous avez vraiment besoin de beaucoup de gains de TI et donc il faut essayer de tuer les oscillations en mettant plus de dérivés, soit ce n'est pas le tuning qui est responsable des oscillations, mais c'est ce dont on a déjà parlé plusieurs fois, ce sont des oscillations qui sont typiquement dues à des hystérèses ou des points durs sur l'organe de réglage. Ça, c'est fondamental. Bien distinguer les deux, et quand ça aussi, je vous ai déjà dit comment vous pouviez faire la différence entre est-ce que l'oscillation est causée par la régule ou pas. Est-ce qu'on voit quand elle n'est pas causée par la régule et qu'elle vient en général de l'organe de réglage, hystérèse et autres. Vous avez des signaux typiquement carrés, alors que si elles viennent de la régulation, vous avez des belles sinus presque théoriques. Tandis que quand vous avez des trucs qui sont carrés, c'est typiquement la vague qui ne bouge pas, paf, qui bouge, pof, qui rebouge, vous trouvez des signaux beaucoup plus carrés. Pas carrés parfaits, mais moins sinusoïdaux et plus carrés. On a déjà parlé de tout ça en long et en large. Des performances qui permettent de chiffrer les transitoires, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et si vous connaissez déjà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et on arrive ici à la partie, la dernière partie qu'on doit faire, qui est finalement une manière d'essayer d'utiliser au maximum le PID. En industrie, on utilise beaucoup de PID parce que c'est intuitif, c'est implémenté partout, et surtout, tout le monde sait tuner. Le boulanger fait un très bon tuning de son du four à pain qu'il utilise, ça se passe très bien. Quand c'est nécessaire, on va essayer d'utiliser des régulations meilleures que le PID, ce que vous avez déjà fait aussi, et ce que les automaticiens font encore un petit peu plus. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est en industrie d'essayer de prendre le PID, de le pousser le plus loin possible. Donc il y a déjà pas mal de choses qu'on a dit. Vous voyez ici par exemple qu'on va parler de non-linéarité. Au deuxième point, c'est ce dont on vient de parler. Comment tenir compte de la non-linéarité pour continuer d'utiliser un pays. Parce qu'on pourrait avoir une idée qui ne serait pas très bonne, qui est de dire mon pays ne fonctionne pas parce que le système est non linéaire, je vais utiliser un régulateur non linéaire. Ça existe, mais c'est inutilement lourd. Si on sait s'en sortir en récupérant, tout le terme ici de recyclage, récupérer l'idée du PID tellement elle est bonne, intuitive et facile, et l'adapter, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ce sont les différentes choses dont on va discuter ici. Première chose, on va parler d'organes de réglage digitaux. Alors, c'est souvent plutôt de tout ou rien. Donc, on ne parle pas de digital ici au sens implémentation digitale de votre algorithme. C'est digital au sens qu'il n'y a qu'un nombre fini de variables possibles. C'est une vanne tout ou rien, c'est un moteur à 2 vitesses, etc., etc., etc. C'est, pour prendre ton exemple, un groupe froid qui est j'allume le groupe froid, j'allume le groupe chaud, mais je ne peux pas l'allumer de manière intermédiaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en général? Quelle est la raison pour laquelle vous avez certaines régulations qui sont avec des organes de réglage digitaux? Parce que c'est moins cher. Bêtement, ça, c'est la seule raison. Alors, en régulation, ça nous embête, parce que ça ne nous permet pas de faire des régulations, des réglages aussi fins qu'avec un organe de réglage continu, mais de temps en temps, on doit faire avec. Et donc, on va essayer de réutiliser notre régulateur PI. Donc, c'est typiquement le cas. Je vais un petit exemple ici. Non, pas grave. C'est qui va arriver plus loin. Non, non d'abord le type d'organe de réglage. Alors, donc je viens de vous donner certains exemples. Vous en avez d'autres ici. Une bande transporteuse qui est tout simplement à l'arrêt ou qui tourne ou qui ne tourne pas. Ou bien si elle tourne, elle peut tourner à 2 vitesses si vous avez un moteur à 2 vitesses, parce que vous avez encore un étoile triangle, par exemple, qui reste un actionneur pas cher, c'est beaucoup moins cher qu'un variateur de fréquence qui nous donnerait un organe de réglage continu, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un type d'organe de réglage. Vous en avez un autre, mais qui est en plus un intégrateur. Typiquement, c'est ce que vous avez quand vous avez des vannes hydrauliques. Et qu'est-ce qu'on a alors? On a en réalité que la sortie de votre régulateur est encore intégrée physiquement dans l'organe de réglage avant d'attaquer votre organe de réglage. L'exemple typique que vous allez trouver dans 99% des applications, vous avez une vanne hydraulique et le régulateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir un clapet qui va aller dans un sens ou aller dans l'autre. Et si votre régulateur ouvre le clapet du tiroir hydraulique, vous avez déjà travaillé avec ça? Merci, il y en a vraiment qui essayent de le faire. J'ai deux coups de main. Je me suis déjà dit que je devais commencer à essayer de vous lâcher ma liste de courses pendant le cours, je suis sûr que certains. Donc, l'organe de réglage est intégrateur parce que vous avez une vanne hydraulique et qu'elle est commandée par son tiroir gauche ou droite.
Et donc, le régulateur va ouvrir le tiroir gauche. Le tiroir gauche amène de l'huile. Et donc, la vanne, elle est intégrée en position parce que quand l'huile arrive, elle continue à arriver. Vous pilotez en fait un débit d'huile qui va aller dans votre vanne hydraulique. Et donc, la position, du coup, est l'intégrale de ce signal-là. Et le régulateur, quand il va aller dans l'autre sens, il va piloter l'arrivée d'huile par l'autre côté, et donc il va faire remonter la vanne. Et du coup, là, vous avez des organes de réglage qui sont des intégrateurs. Vous avez la même chose quand vous pilotez une vanne motorisée. Pilotez une vanne motorisée, en tout ou rien, on allume le moteur de la vanne bouge avec un actuateur électrique, elle est intégrée. Donc ça, ce sont des organes de réglage intégrateurs et binaires, donc digitaux. Donc c'est important de donner ces exemples parce que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc ça, c'est l'exemple que je viens de donner, donc il n'y a pas grand-chose. La manière de travailler avec ça, il y en a plusieurs. Il y en a une, quand vous avez un organe de réglage qui est binaire, donc tout ou rien, c'est faire de la PWM. Vous avez déjà vu ça en électronique ou dans d'autres contextes. C'est quoi l'idée? Vous pouvez faire un début dedans, comme ça, on fait un outil. Oui. Comme on ne peut pas avoir un organe de réglage qu'on bouge de manière continue, on va essayer de jouer sur la moyenne de ce qu'on lui envoie comme signal. Et donc pour ça, on travaille sur une base de temps qu'on doit choisir de manière déjà significative, qui ait un sens par rapport à la dynamique du système. Pas beaucoup trop rapide, sinon on va tout péter avec des commutations off inutiles, pas trop lentes, et sinon vous allez arriver trop tard. Donc on va choisir une période de commutation, et puis la sortie du régulateur, eh bien, elle va être interprétée comme un taux de modulation. Donc je vais ici avoir un taux de modulation de 15%. Si mon régulateur sort 50%, j'aurai un taux de modulation de 50%. Si mon régulateur sort 100%, j'aurai un taux de modulation de 100%. Et donc, je n'ai des états qui sont que haut ou bas en faisant ça. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a besoin pour travailler avec des variables binaires ou un organe de réglage digital. Et ça nous permet quand même de récupérer quelque chose qui est pseudo-continu en jouant sur un signal PWM. Et donc, grâce à ça, on récupère les régulateurs les plus classiques, que sont les régulateurs PID, et la sortie du régulateur devient le taux de commutation de la PWM. Et puis la PWM elle-même va gérer le j'ouvre pas, j'ouvre pas. Et la réalisation de la PWM dans l'automate, c'est assez simple aussi. Vous avez tout simplement un intégrateur que vous allez à chaque fois resetter, qui va à chaque fois redémarrer quand on est au début d'un temps de cycle. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, quand cette pente de l'intégrateur arrive à la valeur de sortie du régulateur, ça veut dire qu'on a fini le cycle et on reset. Vous avez déjà vu ça en électronique de puissance ou dans d'autres contextes. Donc, il n'y a pas grand-chose à en redire. Ça, c'est la même chose lorsqu'on a des intégrateurs qui arrivent. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Donc, ça, on en a parlé. Ça, on ne va pas en parler. Et on arrive ici, encore une fois, à un intérêt, à l'idée de récupérer notre régulateur PID. Ici, vous allez voir que c'est plutôt un PI, parce qu'on va travailler sur une régulation de niveau. Et on sait que quand on est sur une régulation de niveau, on n'a pas besoin de dérive. Parce que le régulateur de niveau est lui-même un intégrateur et que vous n'avez pas de délai là-dedans, ni de temps mort, ni un système de zéro. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la régulation de niveau? Parce que typiquement, il peut y avoir deux manières de réguler un niveau. Soit on doit essayer de régler le niveau de manière très serrée, donc respecter vraiment bien notre contrainte, soit on peut essayer de travailler de manière lâche, donc de manière un petit peu lente. Et c'est ce dont on va parler ici. Je vais chercher mon petit dessin. Si on ne fait pas ce que je passe, on en a parlé, il n'y a aucun problème. Vous allez vous y retrouver. On a un exemple ici pour lequel on a notre tank dans lequel on doit régler le niveau. Et donc, la manière de régler le niveau, ça pourrait simplement être une régulation directe. Là, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est le capteur de niveau qui amène l'information sur le régulateur de niveau qui pilote directement la vanne. Ou bien la cascade. Ça, on en a déjà parlé, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On sait également qu'on peut rajouter le feed-forward. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire ici, c'est plus un rappel sur la structure de réglage qu'on peut adopter. Ici, ce qui est intéressant, c'est de dire que dans beaucoup d'applications, on ne va pas vouloir un régulateur vraiment serré, mais on va vouloir un régulateur plutôt mou ou loose. Donc ça, c'est l'application suivante
dont on va parler ici. Donc, celui-ci, c'est un exemple simple pour lequel on ne va pas être mou, donc je le passe pour aller un peu plus vite. Voilà l'exemple qui va nous servir d'explication pour vous dire que souvent, dans les régulations de niveau, on ne va pas vouloir un contrôle assez serré de la consigne. Ça, c'est l'exemple classique, et c'est celui que je viens de passer, donc ce n'est pas tellement intéressant. On va se retrouver dans des exemples où la régulation de niveau doit être une régulation un petit peu molle. À votre avis, quel est l'intérêt d'avoir une régulation de niveau qui est volontairement molle? C'est typiquement vrai pour des niveaux, mais ça existe aussi, vous l'avez peut-être vu, je l'ai passé un peu vite, mais pour les équivalents électriques. Donc si vous êtes occupé à travailler sur un système d'électronique de puissance, le bus DC, on va souvent y rajouter une grosse capa de vissage, et justement, elle peut faire les vissages ou buffer. Ici, c'est exactement la même chose. Donc quel pourrait être l'intérêt de ce processus? Pour quelle raison pourrait-on, sur ce processus, avoir un intérêt à avoir une régulation de niveau qui est lente? Oui. Décupler dynamiquement, et une autre manière de dire, c'est de ne pas propager des perturbations. Parce que, imaginez ici que vous avez dans cette application un régulateur très rapide, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la demande de produit, qui est une perturbation. Donc, soudainement, mon client en process aval peut venir chercher du produit fini qui est stocké dans mon temps. Pourquoi est-ce que le produit fini est disponible? Eh bien, parce que mon produit brut, il va arriver ici, dans mon processus. Ici, c'est un cyclone, par exemple. Il va être traité dans mon cyclone, et puis il va aller dans mon tank de stockage. Ce qui est important, c'est que le cyclone, comme beaucoup de parties de process, n'aime pas avoir des perturbations brusques. C'est la raison aussi d'avoir un tank de stockage derrière, et c'est cette idée de découplage. Imaginons ce qui se passe si je ne me sers pas de ce tank comme découplage. Lorsque j'ai une perturbation qui arrive sur mon système parce que mon client vient chercher brusquement un produit, eh bien, si ma régulation essaye, comme vous le voyez ici en haut, de bien tenir son niveau, autrement dit, quand la perturbation arrive, quand le débit de perturbation arrive, le niveau se casse la gueule et on va réagir très vite pour tenir le niveau, qu'est-ce qui va se passer en termes de débit? Eh bien, le débit que vous allez prélever sur l'entrée du temps de stockage et en conclusion celui qui va être prélevé là pour compenser, eh bien, va être à peu près aussi agressif que la perturbation. C'est logique, si vous voulez avoir quelque chose qui est quasiment invisible sur le niveau, il faut que vous ayez un équilibre de débit. Ça, c'est ce qu'on ferait si on avait une application pour laquelle on a besoin d'un contrôle très dynamique. Ici, on est dans une application où on va volontairement, de manière simple par le tuning, et vous allez voir les autres artifices qui vont arriver, c'est pour ça que c'est dans ce chapitre-ci, volontairement essayer d'accepter que le niveau soit plus perturbé transitoirement. Pourquoi? Parce que grâce à soi, la perturbation que l'on va amener en amont du process va être beaucoup plus molle. Si vous tenez votre niveau de manière plus molle, donc un contrôle mou, un contrôle moyen, un contrôle en moyenne, eh bien vous allez voir que la perturbation va se propager sur le reste du process de manière moins dynamique. Et donc c'est vraiment important d'essayer de découpler ça, parce que si vous n'avez pas ça, la moindre perturbation va solliciter toute la régulation de votre usine, votre plant, et là vous avez tout qui commence à osciller. Donc souvent il y a des endroits où on met des tanks de stockage, et quand on a des tanks de stockage, il faut qu'on l'utilise vraiment en termes de contrôle, aussi en termes de stockage. Ce qu'on trouve des fois, c'est un truc ridicule où vous avez un tank de stockage, mais la régulation est très très dynamique. En fait, il n'y a même pas besoin de tank de stockage si vous faites ça. Ou bien le tank de stockage est surdimensionné. S'il a été dimensionné comme ça, c'est pour l'utiliser. Et donc, il faut absolument accepter d'avoir un contrôle plus mou, de manière à moins répercuter les perturbations sur l'amont du process. Ça, c'est déjà un peu un aspect de contrôle multivariable, finalement. On évite de trop envoyer les perturbations sur le reste du système et solliciter l'aspect multivariable de notre système. Donc, même exemple en DC, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va utiliser notre régulateur pays, mais on sait déjà qu'on n'a pas besoin. Pardon. Si je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un contrôle serré donc de taille. Donc on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on va avoir notre régulateur pays et qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'actions, sinon on risque d'avoir des problèmes d'oscillation. Le reste, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est le cas classique. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le cas où on va... Ah, je vais quand même revenir là-dessus parce que quelqu'un m'a posé la question tantôt, pendant la pause, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pays quand on a un système intégrateur? C'était toi. Oui. Donc je vais quand même repasser dessus. Donc ici, on ne discute plus du fait qu'on veut un contrôle rapide ou lent,
il y a quand même une remarque intéressante à faire lorsqu'on a un système intégrateur, c'est le cas ici, contrôle de niveau, tension sur un bus DC ou quoi. Souvent on dit, mais si le système est intégrateur, j'ai pas besoin d'intégrateur dans le régulateur. C'est pas vrai en fait. Ou alors c'est vrai, mais il faut nuancer. Quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est pas vrai? Quand est-ce que le fait d'avoir un intégrateur dans le process fait que je peux m'en passer dans le système? Ouais. Non, c'est déjà une sans dérivé, donc on ne va pas chercher de ce côté-là. Si vous ne savez pas, vous prenez tous les cas de perturbation possibles. Ça, c'est ce qu'on a vu la deuxième ou la troisième fois qu'on s'est vu. On avait fait le gang des 6 ou le gang des 9, je ne sais plus exactement combien de signaux on avait pris. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la dynamique en suite consigne et l'influence qu'ont trois choses. Mais évidemment, pardon, la dynamique en suite consigne, c'est-à-dire comment évolue la sortie en suite consigne, mais également en réjection de perturbation lorsque la perturbation est sur la sortie du process, et pardon, sur l'entrée du process, et lorsque la perturbation est sur la sortie du process. Et qu'est-ce que vous voyez ici comme résultat intéressant? Sachant qu'en régime permanent, si vous avez ici du S, ceci va tendre vers quoi? Ça va tendre vers 0. Okay. Donc ça veut dire que avoir un régulateur proportionnel, autrement dit ne pas avoir d'intégrateur dans mon régulateur, mais en avoir dans le système, eh bien ça vous donne quelque chose qui va savoir rejeter les perturbations sur la sortie du système. C'est vrai. Par contre, si vous faites le même raisonnement sur les perturbations d'entrée du système, vous verrez bien que vous allez garder une erreur statique. D'autant plus grande que le gain du process va être grand, d'autant plus grand que le gain du régulateur, d'autant plus petite que le gain du régulateur va être grand, ça on le savait déjà. Mais donc remarquez ici que ceci ne tend pas vers 0 lorsque vous n'avez pas d'intégrale, parce que vous n'avez pas d'intégrale dans votre régulateur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi suite consigne? Est-ce qu'il va suivre, est-ce qu'il va lire sa consigne ou pas? Oui, vous avez bien que ceci va tendre vers 1, parce que quand je vais à l'infini, ben mon S vaut 0, je viens avec ça et ça simplifie, donc je n'ai pas l'erreur de modélisation. Autrement dit, quand on dit que si j'ai un système intégrateur, je peux ne pas mettre d'intégrale dans le régulateur, c'est tout à fait faux. C'est uniquement vrai si je ne dois bien réagir que en suite consigne et que sur des perturbations sur la sortie du système. En réalité, on a quasiment toujours des perturbations sur l'entrée du système, des perturbations en charge, et c'est même les plus importants. Donc, on va quasiment toujours, quand même, mettre de l'intégrale dans le régulateur, même si on en a dans le process. Faites gaffe, c'est un truc qu'on entend souvent, qui est faux, qui est de dire j'ai l'intégrale dans mon régulateur, dans mon process, donc je dois pas en mettre dans le système. C'est faux. La nuance à apporter, c'est celle-ci. Donc ça, c'est vrai que vous soyez en réglage serré ou lâche, ce n'était pas la discussion ici. Et voilà ce que je voulais en dire. Autre exemple, pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise les règles d'INC sur un système intégrateur avec temps mort, il faut tout simplement aller dans la table, comme on l'a fait dans un autre exemple. Je ne le refais pas, sachez que vous avez un autre exemple ici, pour en avoir plusieurs et être prêt, le cas échéant, à en faire. Vous connaissez ici ce que j'ai fait au tableau sur un autre exemple, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire, ça n'a à la limite pas trop sa place ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez ici tout simplement le calcul du régulateur PI avec le KC et le TI que vous pouvez influencer avec la dynamique en suivi consigne. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire, je passe ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire ici, oui, mais moi je voudrais bien avoir une autre application. Celle que je viens de très vite repasser, c'est celle qui est classique. C'est pour faire la différence avec celle-ci. Une application où vous devez tenir compte des différents problèmes que vous avez lorsque vous êtes avec un réglage de niveau qui peut être lent, ou bien, ici vous voyez déjà apparaître le terme non linéaire. Non, j'en vois pas pourquoi il va apparaître après. Tac, 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 tac. Mais si, il est bien là après. Donc on va voir qu'on va avoir un régulateur qui sera non linéaire et qu'on pourra aussi traiter de non-linéarité dans le système. Avec la forme de la temps, j'arriverai dans Sublime. Mais donc, pour remettre un peu de structure là-dedans, parce que c'est un peu un chapitre tout, on est occupé à parler des régulations de niveau. On vient de rappeler ce qu'on peut faire si on a une régulation qui doit être assez serrée, et rappeler surtout qu'il faut être peu d'actions intégrales.
Ici, on revient sur l'idée de dire, oui, mais si je veux faire un découplage, j'ai besoin d'avoir un régulateur assez mou. Eh bien, ce qu'on va souvent faire, c'est même mettre une bande morte pour avoir une régulation assez molle. C'est assez logique, c'est dire à la régulation de niveau, t'inquiète, tant que tu n'es pas en dessous de tel niveau, laisse le temps de flotter. Tant que tu n'es pas au-dessus de tel niveau, laisse le temps de flotter et joue vraiment le rôle de buffer. Grâce à ça, on ne ramène pas du tout les perturbations à vague vers l'amont. C'est vraiment le scénario idéal. Donc, c'est des raisons pour lesquelles on utilise souvent dans les régulations buffer ou les régulations en moyenne ou average control des bandes mortes. Alors, cette bande morte, je vous le disais tout à l'heure, elle peut être utilisée de différentes manières. On va avoir plusieurs philosophies qui vont en réalité avoir comme idée de changer le gain en fonction de l'écart de réglage. C'est ça qu'on fait dans une bande morte en réalité. Tant que l'écart de réglage est plus petit que autant, on met un gain à 0. Autrement dit, ben, j'ai 0 qui sort. C'est ça qu'on fait lorsqu'on dessine une bande morte. Lorsque vous faites ça, tac, tac, ben vous avez 0. Donc ça, c'est évidemment l'action proportionnelle ou la sortie du régulateur. Donc ici, vous avez l'écart de réglage. Et ici, vous avez la sortie de la bande morte. Donc en réalité, vous avez 0, c'est comme si vous aviez un gain qui vaut 0 là-dedans. Et ceci, ça peut être vu comme étant une droite, mais avec un offset, et dont vous pouvez gérer la pente. Donc la bande morte, une manière de la montrer, c'est ceci en réalité. C'est exactement la même chose. Vous avez un offset qui est l'offset A, et vous avez une pente que vous pouvez régler grâce au gain non linéaire. Et ça, c'est une manière de voir la bande morte comme étant intégrée dans le terme proportionnel non linéaire. On fait des fois ça, pas avec la valeur absolue, mais avec le carré de la valeur, avec le carré de l'écart de réglage. À votre avis, c'est quoi l'idée de travailler en écart au carré? Le proportionnel vers proportionnel au carré. Enlever le moins si on a. Oui, alors ça c'est vrai, c'est déjà pour ça qu'il y a les valeurs absolues, je suis passé un peu vite là-dessus. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus de travailler au carré? Effectivement, alors tu n'as plus besoin de la valeur absolue, c'est vrai. Mais à votre avis, ça pourrait être intéressant, pourquoi? Et quel est le lien avec la régulation molle ou pas molle? Réagir plus vite quand? Exactement. Donc c'est pour ça que dans beaucoup d'automates, vous avez le choix d'activer l'option Square Error. Et alors l'erreur qui va dans le régulateur n'est pas l'erreur, mais le carré de l'erreur. L'idée c'est quoi? C'est qu'avec la forme du second degré, avec la forme d'un exposant 2, vous avez quelque chose qui n'amplifie pas du tout, qui se rapproche même de votre bande morte lorsque l'écart est petit. Et par contre, lorsque l'écart est grand, là on se dit, attends, je suis très loin de ma consigne, il faut que je commence à pousser. Et donc vous avez quelque chose pour lequel vous n'utilisez pas une bande morte, mais on utilise une erreur au carré, et donc on a quelque chose qui va avoir cet éclat. Et donc l'idée est à peu près la même, si ce n'est qu'on est un peu moins méchant dans la bande morte, on est à réagir moins fort, mais on réagit comme un. Et quand on est au carré, mais loin de l'écart de réglage, ça ne se voit pas tellement ici, il devrait un peu exagérer ça, avec le linéaire ici pour la bande morte et le carré là. Quand on est au carré, on réagit d'autant plus qu'on est loin de la consigne. Donc c'est pour ça que vous retrouvez aussi souvent dans les automates une option d'erreur au carré. C'est déjà cette idée d'être un peu mou quand on est proche de la consigne, parce qu'on veut travailler avec cette notion de buffer, et par contre d'être plus rapide quand on est loin, pour qu'on n'a pas déborder dans notre buffer. Oui, mais là, je ne pas ça. Parce que là, il n'y a pas un problème. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? L'anti-wine doit évidemment être géré, mais est-ce qu'on a quelque chose de spécifique à faire avec ça? On va quand même continuer à dire que le terme intégrateur est géré en fonction de la saturation. Le terme intégrateur, il est quand même en aval du carré, donc il n'y a pas trop de lien. Il faut vraiment s'assurer qu'en rajoutant un élément dans le régulateur comme ça, on peut aborder ailleurs. Mais à première vue, l'anti-UDOP n'est pas affecté par ça. Mais tu as raison de penser à un échouage potentiel, mais à première vue, je ne crois pas qu'il y en ait ici. Donc, bande morte, valeur absolue, signal au carré, tout ceci est exprimé ici exactement de la même manière, donc vous pouvez regarder ça tranquillement. On parle de recycler le PID ici, on a fini la partie volume, on est encore un peu dans notre fourre-tout final. Autre structure de réglage,
qui permet de repartir d'un PID, mais de le tirer un petit peu plus loin, et spécifique lorsqu'on a un temps mort. Oui. Et c'est juste avant. Sur l'impliquant au carré. Ouais. Comment ça descend Alors, si vous regardez ça, évidemment, on en tient compte ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'écart de réglage. Ça va toujours être le signe de l'écart fois la valeur absolue. Donc, c'est toujours comme ça qu'on va travailler. Et d'ailleurs, l'exposant 2, qu'est-ce que tu proposes d'équivalent? En fait, on fait simplement ça en vrai. Vous faites ça et vous avez le carré avec son signe. Donc, tu as évidemment tout à fait raison. On doit garder la notion de erreur dans un sens ou dans l'autre. Donc là, vous avez un carré avec son sens, un truc très souvent utilisé. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous faites le C'est plus élégant comme ça que de devoir ajouter le signe. Tout à fait. Ce qu'on fait aussi des fois, c'est graphiquement, quand c'est que la valeur absolue, on a tout simplement une table. Je vous ai parlé des tables la fois passée. Des fois, on fait ça simplement comme ça. Souvent, la valeur absolue est un bloc qui existe déjà dans les automates et le signe aussi. Enfin bref, vous avez le choix. Ça revient au même, mais effectivement, l'implémenter de manière claire, c'est important pour maintenir le truc, comprendre ce qui se passe, etc. Je retourne dans mon fourre-tout pour lequel on a le PID et on parle du constat que le PID, on sait qu'il est mauvais dans le cas des systèmes complexes qui sont, je vous le rappelle, non minimum de phase, temps mort important, etc., etc. Eh bien, le PID, on peut le réutiliser aussi en lui apportant une petite extension, ici on parle de recyclage, dans les cas où on a un grand temps mort. Et c'est presque aussi une nouvelle structure de réglage finalement, mais tout comme la structure de réglage MC se ramène à un PID, mais vous allez voir qu'ici, en utilisant cette nouvelle structure de réglage, qui est le prédicteur de Smith, qui est vraiment bien adapté pour les systèmes avec temps mort, on peut retomber sur quelque chose qui ressemble à un PID, qu'on appellera un PID prédictif. Donc, le prédicteur de Smith, vous l'avez des fois un petit peu déjà commenté avec M. Bouchard, ou pas, ça dépend un peu du temps qu'il a à la fin. Ça vous dit rien, le prédicteur de Smith? Donc, l'idée part d'un constat proche de l'IMC, c'est finalement un peu le cousin de l'IMC, et on est parti ici sur un système pour lequel on sait qu'on a un temps mort assez important. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir mettre un régulateur devant, sauf que ce régulateur-là, on sait qu'il va être un peu faiblard à cause du temps mort que l'on a sur le système. Et donc, on va dire, mais pourquoi pas essayer d'aller introduire un modèle du système, mais uniquement la partie système sans le temps mort. On est dans la philosophie où on a la dynamique du système qui a un gros temps mort, et on décompose avec le gros temps mort, parce que c'est pour l'application de Smith, et le reste de la dynamique. On dit la partie plus rapide. Et donc, l'idée du prédicteur de Smith, c'est de dire qu'on va mettre en parallèle un modèle, mais uniquement de la partie rapide du système, la partie sans temps mort, et du coup, on a un peu une prédiction de la sortie. Vu que la sortie du modèle sans temps mort, si le modèle est bon, c'est la valeur intermédiaire du système que je ne sais pas mesurer, qui va rentrer dans le temps mort, et donc j'aurai en sortie dans quelques temps. Et donc ça, c'est une manière de dire qu'on va essayer de piloter le régulateur avec une variable interne du système qu'on reconstruit grâce au modèle. Encore une fois, si je savais mesurer la variable entre la partie avant temps mort et après temps mort, je ne ferais pas ça, je fais une cascade. Mais ici, je vais reconstruire cette variable non disponible à partir d'un modèle rapide, et donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va dire qu'on va réguler cette variable-là. C'est tout. Non, c'est complètement con si on s'arrête là. Pourquoi est-ce que ce truc n'a aucun sens? Aussi, une horreur. Si vous dites ça, c'est l'idée du prédicteur de Smith, c'est horrible. Hein. Si je m'arrête là, c'est comme l'IMC, où on a dit on fait une chaîne directe, et puis on s'est dit, oh, merde, c'est un peu faiblard pour la réduction de perturbation et pour la robustesse. Ici, regardez, il n'y a aucun feedback. Hein. Il n'y a aucun feedback réel du process. Parce que le feedback est utilisé uniquement par... Enfin, le feedback est le feedback de sortie du modèle interne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, ben, ce serait quand même intéressant d'avoir un feedback. Et ce feedback, qu'est-ce qu'il est censé apporter comme information? Ben, les perturbations et les erreurs de modélisation. Comment est-ce qu'on a fait en IMC? On a été rechercher cette notion de perturbation sur la sortie qui nous amène l'information de perturbation pour l'intégrer dans la structure de réglage. On va faire la même chose ici. On va rajouter le temps mort dans le modèle. On va comparer la sortie réelle qui est mesurée
et la sortie du modèle interne complet, donc avec le temps mort, la différence entre les deux, c'est la perturbation que j'ai sur mon système. Et qu'est-ce qu'on va dire? Pour être réaliste, cette perturbation, je vais dire qu'elle apparaît sur la sortie du système interne. Comme ça, j'ai bien ce que je veux, c'est-à-dire piloter, réguler un système sans temps mort. Le système vu par mon régulateur est sans temps mort parce que je régule la sortie du modèle interne, mais j'ai quand même mon feedback qui m'amène la notion indispensable d'erreur de modélisation et de perturbation, sauf que je la fais apparaître sur la sortie rapide de mon système. Et ça, c'est la structure à régulateur de Smith. Et si vous voulez la réexprimer autrement, donc ça on vient d'en parler, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous voulez la réexprimer autrement, donc ça c'est ce qu'on avait ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout comme l'IMC, tout à l'heure au tableau, je l'ai ramené vers une forme équivalente cascade. Je reviens en arrière ici. Ça, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, ce qu'il y a dans le régulateur. Donc, on a enlevé la partie process. On a bien que le régulateur, il doit recommander la consigne, il doit recommander comme feedback la mesure et comme sortie le MV. On va faire exactement la même chose que tantôt pour l'IMC, donc je vais aller plus vite. On va le retordre à l'envers pour retrouver l'équivalent du régulateur feedback. Donc, je le retors dans l'autre sens, je le redessine proprement. Et qu'est-ce qu'on a finalement? Ce régulateur qui est notre régulateur de Smith. Donc c'est quoi? C'est un contrôleur classique. Là, le PID, on va pouvoir l'utiliser, c'est pour ça qu'on le recycle dans cette structure de réglage-là. C'est un régulateur classique. Pourquoi est-ce que je peux utiliser un LPI ici? Parce qu'il voit le système sans son temps mort. D'accord? Donc, le régulateur PID ne fonctionne pas sur des systèmes avec temps mort. Par contre, avec une structure en régulateur de Smith, je vais montrer à mon régulateur la partie sans temps mort du système, donc je peux réutiliser, recycler mon régulateur PID. Donc on a ici une structure avec le PID plus les éléments de compensation du régulateur de Smith qui nous permettent de recycler, réutiliser notre PID, de tirer un peu plus loin que ce qu'il peut faire naturellement, parce qu'il y a encore une fois ce point faible par rapport au temps. Et donc ça c'est l'application sur un premier ordre du régulateur de Smith, pour lequel du coup, si c'est un premier ordre, notre pays est tout simplement calculé comme on le savait déjà. L'exemple qui va pas vous apporter grand-chose en plus, que je vous laisse regarder. Et autre manière de réutiliser notre régulateur de notre PID, de le recycler, de le tirer un peu plus loin que ce qu'il fait naturellement. Ici c'était un cas un peu extrême pour lequel on a un énorme temps mort, mais on sait que le PID, si on a un système d'ordre élevé, il est déjà faiblard. On va faire exactement la même chose. On va faire ce qu'on appelle un régulateur prédictif. Et donc, ce régulateur prédictif, il ne peut pas être un simple PI parce que mon système est assez lent. Et donc, de nouveau, on va un petit peu tricher en créant un modèle rapide de notre système. Il est tellement rapide, pour avoir rapide, souvent, on prend même que la partie statique. Donc, le gain statique de notre partie lente. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Même idée, on va les réguler ce truc-là. Mais encore une fois, ça c'est tout à fait foireux. C'est exactement comme le régulateur de Smith, et c'est proche de ce qu'on a fait pour l'IMC. Là, je n'ai pas mon vrai feedback qui n'est toujours pas utilisé dans ma structure de réglage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici recalculer une estimation de perturbation en sortie du système. On va revenir remettre en sortie de la partie rapide de notre régulateur. C'est la même chose que le régulateur de Smith, sauf que le régulateur de Smith est adapté pour les temps morts. Ici, c'est un peu une généralisation pour des systèmes d'ordre élevé. Mais encore une fois, c'est la même idée. Le PID, on sait qu'il n'est pas super bon en ordre élevé, on va l'aider en allant le récupérer, on va le recycler, en lui rajoutant quelque chose de plus rapide. Avec quelques petits exemples numériques, mais je vous laisse regarder ceci. Donc, comme je l'ai dit ici, la partie statique, c'est souvent un gain. Et quelques exemples pour ça, c'est toujours la même chose. Je vous laisse regarder ceci. La partie dont on a parlé, pour bien vous montrer, c'est mon fourre-tout, donc là je passe d'un truc à l'autre, et on est large au niveau du temps. Ça veut dire quoi, non linéaire? Ça veut dire qu'à bas point de fonctionnement ou point de fonctionnement, la dynamique et la statique sont différentes. Ça se voit avec des réponses initiales qui ont des gains statiques et des vitesses évidemment tout à fait différentes. C'est ce que vous avez ici dans l'exemple. Je peux quasiment passer parce que c'est celui que je vous ai montré. Donc je suis sorti du PowerPoint pour vous montrer l'équivalent sur la centrale solaire thermique. On en avait discuté déjà la fois passée. En fonction du débit, la dynamique et le gain est différent. Et donc, si je tune autour d'un point de fonctionnement et que je ne fais pas attention,
autour de l'autre point de fonctionnement, ça ne sera pas bon. Ça, c'est le calcul que je vous ai montré pour montrer qu'on est en inversement proportionnel au débit. Je vais vous montrer d'une autre manière, c'est exactement le même résultat. Et où est-ce que je voulais en arriver ici? Tout simplement au fait qu'on va adapter, le G, c'est pour gain scheduling, c'est adaptation du gain. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est changer le gain du régulateur en fonction du point de fonctionnement. Point de fonctionnement, il faut bien le définir, hein, parce que si vous voulez que le point de fonctionnement soit automatisé, qu'on tienne compte de manière automatique du point de fonctionnement pour changer de gain, mais ça veut dire qu'il faut trouver une variable. En général, la variable, c'est assez facile, c'est la charge de l'installation, c'est le débit de l'installation, donc il n'y a pas souvent un problème, mais il faut bien définir quelle est la variable que vous allez utiliser pour que ce soit l'image de votre point de fonctionnement, pour que ça adapte les paramètres de régulateur KP et TI, selon que la linéarité soit sur la partie statique et ou sur la partie dynamique. Donc si on veut adapter le gain de régulateur, on peut le faire comme ça, ou bien c'est exactement la même chose. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, travailler sur la caractéristique statique inverse et la mettre en sortie de la régulation. C'est l'un ou l'autre. Il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient de ceci, c'est que vous risquez de ramener du bruit de mesure de la variable d'adaptation, le débit, sur le gain. C'est embêtant, donc pour ça, on est souvent assez le filtrer. Et l'autre truc auquel il faut faire attention ici, pour éviter d'avoir un problème, c'est d'avoir bien ici une fonction continue. Des fois, on voit des trucs où, quand la variable d'adaptation est entre 0 et 10, le gain vaut 5. Entre 10 et 20, le gain vaut 3. Et paf, ça fait un step comme ça. Ça, il ne faut évidemment pas faire, sinon vous faites une variation brusque de votre gain du régulateur, ça fait un choc sur votre organe de réglage, ça va créer des perturbations, etc. Donc quand on fait ça, il faut bien avoir des fonctions d'adaptation continue, sinon ça amène plus de problèmes politiques. C'est dit, il n'y a pas grand-chose à en dire, l'adaptation continue, et ça, on en a. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est la même chose, et ça, on va passer. On est là. Et la partie variable, je vous ai déjà donné plusieurs exemples. Donc, je vous invite à lire ça. Je regarde juste si c'est encore une remarque à faire, mais je suis parfaitement dans le timing. Il manque juste 3 heures. Multivariable, multiplage. Et la partie IMC qu'on a fait, petit à petit au début du cours. Donc, un petit peu rapidement sur la fin ici. J'espérais honnêtement avoir 2 heures pour vous parler d'autres trucs et parler de présentation avec plus d'applications industrielles. Mais ça fait malheureusement beaucoup de trucs à mettre là-dedans. Donc voilà, finissons un petit peu rapidement, mais en gérant le timing de manière absolument parfaite. Est-ce que vous avez des questions? Ça, on va faire. J'aurai pas le plaisir de vos questions. Donc ça, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois avec vous, pour lequel on a notre structure de réglage à adapter sur ce système. Et vous allez retrouver ici ce qu'on a fait. Je vais la mettre le process en parallèle. J'ai mon régulateur qui peut être statique, mais ce n'est pas très intéressant parce que alors, je ne peux pas imposer la dynamique en boucle fermée. Le modèle de référence, on en a parlé 20 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire plutôt pour améliorer les choses? On va venir dire qu'on va rajouter un lead lag devant. En fait, c'est celui qui apparaît naturellement quand vous voulez imposer la dynamique ensuite consigne. Et puis, on a discuté du fait que ceci pouvait être réexprimé sous forme d'un régulateur avec sa forme en boucle fermée. Et donc ça c'est celui qu'on a besoin. C'est le seul résultat qu'il faut avoir. Tout le reste c'est des slides et des slides et des slides qui sont exactement ce que j'ai fait au tableau. J'ai même fait attention à prendre les mêmes notations pour que vous puissiez voir ça là-dessus, mais ça a été fait. Ce que j'ai pas fait ici, mais je l'ai recité parce que c'est vraiment important, c'est le fait que, je profite de ta question, l'IMC est basé sur une idée de chaîne directe pour le suivi de consignes. Et donc, en boucle fermée, on va avoir intérêt à rajouter ici un élément pour améliorer la réaction de perturbation. Ça, c'est l'équivalent de régulateur à 2 degrés de liberté. Ça, je l'ai rappelé oralement tantôt, je ne l'ai pas redessiné. L'idée, c'est de vous montrer comment, à partir d'un IMC, on retombe sur un PID, pas de revenir dans les détails de l'IMC. Monsieur, j'ai répondu à ta question. Mais pour l'examen, ça se passe super bien. Pour l'examen, vous voyez bien le type de questions qui vont arriver. Hein. Mais c'est plus des questions ouvertes, c'est-à-dire on discute. On va discuter. Alors, comme je vous l'ai dit, souvent c'est plutôt de la philosophie, mais dans lequel il y a un contenu rigoureux.
Donc discuter si tu veux, si tu es très à l'aise avec ça, tu viens et on discute. Ce sera un grand plaisir, mais vous arrivez en sachant de quoi vous allez discuter, quoi. À mon avis, vous pouvez très facilement prendre un quart d'heure pour vous dire, bah, tiens, voilà les questions qui pourraient sortir de ce truc-là, et vous allez voir que ça sort très naturellement. Ça serait quoi votre style de D'ailleurs, je dois question? faire le même exercice. C'est quoi vos styles de questions, par exemple? Je viens de te dire que je devais faire le même exercice. Ben, pour moi, c'est vraiment évident. Hein. Ben, pour vous, c'est vraiment évident. Il y a un peu de temps. Oui. Plus ça se passe sur une question. Vous allez recevoir une question, vous aurez le temps de préparer, et puis vous allez préparer votre truc comme vous avez quasiment pour tout. Non, parce que c'est pas vraiment des exercices, c'est tout à fait différent comme cours. Il n'y a pas une démonstration, il n'y a pas ces exercices que vous pouvez avoir appliqué l'IMC pour le tuning d'un PID. Si c'est ça la question, on n'est pas à fond. Hein. Donc le reste, c'est vraiment tous les principes, savoir les comprendre, savoir les implémenter, savoir les nuancer, mais pas vraiment exercice. Si tu veux, un petit peu la règle de l'IMC. Attends, parce que je voulais penser à autre chose. Oui. Par exemple, vous voyez me demander de parler de réglage, j'ai dit ça, c'est le truc que j'ai répété 5 fois partout, qui s'élève et ne sort pas, je suis pas cohérent dans l'examen. Plus des questions de compréhension des institutions avec les examens. Surtout pas, non. Je ne vais pas dire anti-méthode, comme vous dites, le problème du truc qui part trop, qui me fait perdre du temps après, c'est très bien. Ah, ça va. Au moins fin dans le langage. Vous ne pénalisez pas parce qu'on n'a pas le mot exact. Et pourquoi Si tu me dis, je te demande le mot exact et que tu ne le sais pas, tu dis où est-ce que tu peux le trouver. Tu me dis, je vais dans l'aide du régulateur, j'aurai le terme exact. Le mot exact, vous l'avez vu ici, il diffère aussi d'un constructeur à l'autre, d'une période à l'autre. Est-ce que c'est un temps d'intégration, avec une intégration, un reset time? C'est le truc là, qui... C'est la seule question que tu auras posée en 30 jours. Savoir les questions d'examen et dire que c'est la pause. Vas-y, tu fait. Si je ne le fais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi je suis venu ici pendant 30 heures. Et là, il faut discuter, est-ce que ça c'est une application? Est-ce que ça c'est mesurable? Est-ce que... Oui, tout à fait. Sauf si le contexte est clairement qu'il faut que la réjection de perturbation soit super rapide, que le régulateur soit super rapide, et que je rejette cette perturbation là, et que tu dis avec un feedback, ça marche, hein, on m'a dit que ça allait toujours. Ce sera juste plus lent. Pour l'énoncer, c'est rapide. Donc l'énoncé sera évidemment clair. Sur quelle la différence comment tu fais des quantitatifs et le prédicteur de Smith, c'est pour on l'applique dans le cas d'un temps mort. C'est ça la différence. Smith, c'est temps mort pur. Dynamique lente, donc avec des ordres élevés. Donc, quand on met slow dynamique ici, ça veut effectivement bien dire c'est plutôt la lenteur due à l'ordre, dynamique exponentielle, dynamique polynomiale. Oui. C'est quoi le meilleur entre un prédicteur de Smith ou l'approximation d'un temps mort? Le prédicteur de Smith, parce que lui, il n'y a pas d'approximation. C'est très clair. Le prédicteur de Smith, il n'y a pas d'approximation. Le temps mort est dans la structure de réglage dans le prédicteur de Smith. On ne l'approxime pas, donc il est clairement meilleur. Comme comment vous avez une grille sur l'évaluation? Oui, c'est extrêmement clé. Il a dit quoi? Il n'a pas entendu. Je sais pas encore. Je sais pas si ça a envie de ou pas. C'est quoi la question? C'est un normal et qu'il y a une question qui est Il y a une grille d'évaluation. Ce qu'il y a, c'est que vous avez certaines questions qu'on ne sait pas évaluer comme d'autres. Si en a un, vous avez une question avec un exemple numérique ou une autre question avec une structure de réglage, l'évaluation n'est pas exactement la même. Donc, tu n'as pas une structure de réglage où tout le monde a un point sur chacun des trucs. Ça évidemment, il n'y a pas. C'est des questions différentes. Les questions peuvent être assez différentes. J'allais dire, si jamais
vous n'avez pas eu le temps d'étudier, venez quand même, vu que c'est un peu papoté, comme il disait en exagérant, venez tenter le cours. Oui. Ça m'en quoi. Quelle préparation n'utilise pas. Je sais pas quand on dit de la merde, vous Donc, si réagissez j'ai comme 20 questions et j'en pêche une dans le sac et que je la remets après, on met la probabilité que 2 étudiants aient la même question. C'est quoi la pertinence de la question? savoir si deux étudiants auront la même question comme ça. Évidemment, la même question, vous l'avez Ouais, donné sur attends, 3 vas-y, jours. chef. J'ai pas,